Bonjour. Au cours des dernières années, plusieurs provinces, États et pays ont banni de l'élimination les matières que le Québec prévoit également de bannir en vertu des actions 13 et 14 du plan d'action 2011-2015 de la politique québécoise de gestion des matières résiduelles. La présentation actuelle fera état du contexte de 7 expériences étrangères ainsi que des leçons pouvant en être tirées pour alimenter la stratégie québécoise de mise en œuvre des bannissements. Donc bonjour, je me présente, Martin Boisvert, conseiller en gestion des matières résiduelles à la Direction des matières résiduelles au ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Donc il me fait plaisir de vous faire la présentation aujourd'hui. Je vais vous présenter un peu le plan de la présentation. Je vais commencer par une brève mise en contexte des bannissements qui s'en viennent au Québec, mais pour attaquer ensuite le vif du sujet, c'est-à-dire les expériences étrangères en bannissement. Et puis comment, ultimement, elles permettent d'alimenter nos réflexions pour la rédaction de la stratégie de mise en œuvre des bannissements. Donc, on va y aller rondement. Donc, on débute par une mise en contexte au Québec. En fait, dans la politique québécoise de gestion des matières résiduelles qui a été adoptée en 2011, il y a, au niveau de la 4e stratégie d'un total de 10, un élément spécifique au bannissement, c'est-à-dire qu'on a l'intention de bannir des lieux d'élimination de la matière organique. Mais plus spécifiquement, dans le plan d'action 2011-2015, il y a les actions 13 et 14 qui visent à interdire l'élimination du papier et du carton ainsi que du bois. Puis aussi, il y a la matière organique putrescible qui est prévue d'être bannie d'ici 2020. Au niveau de l'action 13, j'ai volontairement retiré les dates d'échéance qui étaient inscrites au plan d'action 2011-2015 parce que vous savez, papier et carton, c'était prévu au plus tard pour 2013 et puis pour le bois, c'était prévu au plus tard pour 2014. C'est un peu l'occasion pour moi de vous réitérer la volonté du gouvernement d'aller de l'avant avec ces bannissements-là dans une échéance qui est prévue d'ici la fin du présent plan d'action. D'ailleurs, cette volonté gouvernementale-là a été réitérée lors de la présentation du bilan de mi-parcours du plan d'action 2011-2015, présentation qui a été faite en novembre 2014 et puis qui a été par la même occasion l'occasion de créer le comité Conseil du ministre, donc à cette même occasion-là. Si on veut, au niveau des bannissements, ils vont prendre effet quand le REIMA, le règlement sur l'enfouissement et l'incinération de matières résiduelles, va être modifié pour inclure les matières nouvellement bannies. Mais au-delà de tout ça, il y a une panoplie de réflexions qui ont lieu d'avoir et qui vont être inscrites dans la stratégie de mise en œuvre des bannissements. Vous avez à l'écran un peu la structure qui est prévue pour notre stratégie, qui est présentement bien avancée. Donc, on réinvente pas la roue, on dresse tout d'abord un état de la situation, donc au niveau des gisements, des performances pour les 3 catégories de matières. Puis aussi, justement, ce que je viens de dire, c'est que les 3 catégories de matières vont être intégrées dans la même stratégie de bannissement, c'est-à-dire papier, carton, bois et puis matière organique, parce qu'on croit qu'il y a plusieurs actions qui vont toucher les 3 catégories de matières, donc il y a lieu de faire un regroupement à ce moment-là pour pas diviser les efforts. Et puis, on regarde ensuite les mesures qui sont déjà mises en œuvre, parce qu'il y en a déjà qui sont en place, qui visent directement les bannissements ou qui concourent à leur succès. On pense par exemple au programme de traitement de la matière organique par biométhanisation et compostage, et le programme d'aide au compostage domestique, le programme ACDC, compostage domestique et communautaire. Il y a les lignes directrices pour la planification régionale de la matière résiduelle qui prévoient certaines exigences qui devront être intégrées dans les PGMR qui sont présentement en révision pour respecter les bannissements à venir. Donc, il y a déjà un paquet de mesures qui sont déjà en œuvre. Puis à cela va s'ajouter d'autres mesures pour les différents sujets que vous retrouvez à l'écran au niveau des points 1 à 5 que vous voyez justement là. Puis je vous dirais au niveau de nos réflexions, la grande ligne directrice qui vient teinter la rédaction de la stratégie, c'est de voir à viser d'une manière ou d'une autre à responsabiliser l'ensemble des acteurs qui sont impliqués dans le bannissement, du générateur à l'éliminateur. Donc vous allez voir un petit peu de comment on se trouve inspiré par les expériences étrangères à ce niveau-là.
Puis, au niveau de la stratégie de mise en œuvre des bannissements, il est prévu au ministère d'aller en consultation ciblée à partir du printemps 2015. Donc, on devrait y aller de l'avant prochainement à ce niveau-là. Au niveau des matières qui sont envisagées d'être bannies, premièrement pour la catégorie papier-carton, vous avez les différentes catégories de matières à l'écran. C'est essentiellement ce qui se retrouve dans le bac de récupération, là, au niveau de la collecte sélective. Ce qu'il faut savoir, c'est que on veut récupérer ces papiers-cartons-là pour des activités de recyclage. Donc, on veut récupérer la fibre, on ne veut pas envoyer ça au compostage ni en biométhanisation. Au niveau des 2 dernières puces, contenant et emballage aseptique et puis carton de lait et de jus à pignon, ça concerne vraiment les contenants multicouches. Puis pour ces deux types de matières-là, il est prévu peut-être d'avoir un phasage, c'est-à-dire de les bannir, pas dans un premier temps, mais d'arriver un petit peu plus tard, parce que c'est une question de débouchés qui sont à développer davantage, puis essayer de voir améliorer les performances de tri au niveau des centres de tri. C'est pas tout à fait à point de ce côté-là. Et puis pour tous les papiers-cartons qui vont être souillés au cours de leur utilisation, on parle par exemple de filtre à café, essuie-tout, ces choses-là. Et puis pour le carton ciré, ça serait plus visé au niveau du bannissement 2020 de la matière organique. Maintenant, pour la catégorie de matière qui est le bois, nos intentions sont de viser le bois qui vient autant du générateur CRD que ICI. Ce qu'on a l'intention de faire, c'est d'y aller par phase, c'est-à-dire de viser tout d'abord la fibre de bois qui est la moins contaminée, puis d'y aller dans le temps vers la fibre de bois qui est de plus en plus contaminée. Donc on parle dans une phase 1 d'y aller avec le bois naturel, panneau de contreplaqué, lamelle orientée, bois d'ingénierie. Dans une deuxième phase, panneaux de particules, qu'ils soient mélaminés ou non, puis les panneaux de fibres également, puis phase 3, bois peint, teint huilé ou enduit de colle, ainsi que le bois traité. Donc voilà pour question du bois. Pour le ICI, donner une petite idée là, de quel générateur il pourrait s'agir. Par exemple, des fabricants de meubles qui généraient des résidus de bois. À ce moment-là, on envisage de bannir les résidus comme tels de l'élimination également. Au niveau de la matière organique, vous avez les différentes catégories à l'écran, donc ça c'est prévu d'être banni d'ici 2020, donc on parle des résidus verts, alimentaires, biosolides municipaux, résidus et boues agroalimentaires et des papetières. Puis pour les 2 dernières puces, c'est les papiers cartons dont je vous parlais tantôt, ceux qui vont être souillés au cours de leur utilisation, ainsi que papier carton ciré. Donc, ça dresse un peu un portrait de nos intentions, puis vous allez voir un peu au niveau de la dernière diapositive, qu'est-ce qu'on retire des expériences étrangères, puis on est justement rendu à ce niveau-là de la présentation. Donc, pour alimenter nos réflexions dans l'élaboration de la stratégie de mise en œuvre des bannissements, on a donné un mandat à un consultant pour aller documenter, en fait, 7 expériences étrangères dans différents États, que ce soit en Europe, aux États-Unis ou au Canada, pour essayer de nous alimenter au niveau de, quelles sont les tendances qui se passent à l'étranger, quels sont les bons coups, quelles sont les leçons à tirer, tout ça. Puis aussi essayer de voir au-delà des documents officiels qu'on peut retrouver, par exemple, sur Internet, où on peut avoir un portrait général de la situation à l'étranger, mais où des fois, on n'a pas tous les détails. Puis le consultant en question a consulté différents intervenants en échange direct pour essayer d'aller chercher un petit peu plus d'informations qui ont été fort instructives. Et puis, au niveau de cette documentation-là, on a été chercher des éléments sur les aspects techniques, réglementaires, opérationnels et financiers du bannissement. Et puis, vous allez voir au fil des prochaines diapositives un peu comment ça vient nous inspirer, nous, au niveau du ministère. Donc, vous avez à l'écran les 7 États qui ont été étudiés. Il y a l'Allemagne, la Caroline du Nord, la région des Flandres en Belgique, le Grand Vancouver, Massachusetts, Nouvelle-Écosse ainsi que le Wisconsin. Je vous mets à l'écran un peu pour avoir une idée, un ordre de grandeur en termes comparatifs, les populations qu'on retrouve dans ces États-là. Et puis, vous avez dans la prochaine diapo les différentes matières qui sont déjà bannies ou qui sont envisagées d'être bannies dans ces États-là. Donc, on voit pour papier, carton, bois et matières organiques, la grande majorité
des États étudiés ont déjà visé par un bannissement ces matières-là, soit totalement la catégorie ou partiellement. Par exemple, pour le bois, des fois, on vise seulement les palettes, comme c'est le cas en Caroline du Nord. Pour les matières organiques, des fois, on va seulement viser les résidus verts, mais de manière générale, on va viser toutes les catégories de matières que nous, on envisage de bannir au Québec. Puis, les bannissements, ce qui est intéressant aussi, c'est que ça ne date pas d'hier. Vous avez à l'écran le nombre approximatif d'années depuis quand les différentes catégories de matières sont bannies dans les 7 États qui ont été étudiés. Donc, on voit qu'on a peut-être une moyenne là, autour de 15 ans, sinon plus. Donc, il y a énormément de leçons à tirer de ça. La perspective que nous donne le nombre d'années et depuis quand là, les bannissements sont en place est fort intéressant et instructif. Au niveau des générateurs visés dans les 7 États étudiés, ben, de manière générale, ce sont tous les générateurs qui sont visés. Par contre, ils peuvent l'être de différentes façons, que ce soit des générateurs au niveau résidentiel, ICI et CRD par exemple. Donc, il peut y avoir une modulation en fonction des générateurs visés. À savoir, est-ce que le bannissement permet l'incinération? C'est-à-dire, est-ce que l'incinération dans les 7 États est considérée comme de l'élimination? Nous, notre intention, c'est que l'incinération soit considérée comme de l'élimination. Donc, ça sera inclus dans les bannissements. En Allemagne, c'est pas le cas. En fait, l'incinération est considérée comme un mode de pré-traitement admissible préalablement à l'enfouissement, au même terme que les activités de compostage et biométhanisation, par exemple. Donc c'est un peu, ils ont un système vraiment particulier en Allemagne. Puis, il y a certaines matières, par exemple le bois au Massachusetts ainsi qu'au Wisconsin, qui peuvent être admissibles, certaines catégories de bois, en fait, peuvent être admissibles à l'incinération. Donc, il y a une permission d'aller à l'incinération pour ces matières-là. Quelles sont les raisons qui ont mené à la mise en place des bannissements dans les 7 États étudiés? J'ai fait des regroupements par différentes catégories. On voit à l'écran que la totalité ont évoqué des motifs environnementaux pour faire entrer en vigueur les bannissements. Mais ici, ce qui est très commun, c'est améliorer la performance au niveau de la gestion des matières résiduelles, avoir des meilleurs taux de diversion, d'élimination, de mise en valeur, ces choses-là. Ce qui est intéressant aussi, c'est que la majorité des États étudiés ont mis en place une quelconque forme de phasage au niveau de la mise en œuvre de leur bannissement. Par exemple, il peut y avoir une application progressive des bannissements ou un phasage pour les types de matières, un peu ce dont je vous ai parlé pour le bois, au niveau de nos intentions du ministère. Il peut y avoir également un délai entre l'annonce du bannissement et puis sa mise en œuvre sur le terrain. Puis une autre option de phasage, si on veut, ce serait une période de grâce, c'est-à-dire que le bannissement prend effet à partir d'une telle date, mais pour une période déterminée, il n'y a pas de sanctions pénales ou administratives qui sont émises s'il y a non-conformité. Donc, c'est une espèce de période de transition qui est admise à ce moment-là. Au niveau des modalités de contrôle, maintenant, dans les 7 États qui ont été étudiés, en fait, dans tous les cas, au niveau réglementaire, le lieu d'élimination est visé, puis parfois, dans certaines juridictions, il y a d'autres lieux qui sont visés, par exemple les stations de transfert. Là, je parle vraiment au niveau du contrôle réglementaire. Puis c'est un peu la structure de notre règlement. Donc, c'est-à-dire que la structure du règlement actuel de la REMR irait aussi dans cette même avenue-là, si je peux le dire, parce que, en fait, le règlement est ainsi fait. Mais je vous parlais tantôt du souci de viser par une quelconque responsabilisation l'ensemble de la chaîne d'acteurs. On va voir comment ça se traduit par la suite. Au niveau des formes d'inspection qu'on voit sur le terrain, en fait, au lieu d'élimination, il y en a de deux types. En fait, il y a une inspection visuelle et sommaire qui est faite de tous les chargements qui entrent au lieu d'élimination. Cette inspection visuelle-là est faite par l'exploitant du lieu d'élimination. Et puis, il y a une autre forme d'inspection qui est beaucoup plus exhaustive et aléatoire pour essayer de voir plus dans le fond du chargement, à savoir est-ce que des matières qui sont bannies, qui se retrouvent dans le chargement.
Cette inspection plus exhaustive-là est faite soit par l'exploitant, l'État ou une tierce partie, tout dépendant de l'État dont on parle dans les 7 expériences étrangères. Puis la fréquence des inspections exhaustives est fixée en général par l'État. Donc voilà. Il y a essentiellement trois options qu'on a documentées au niveau des 7 États qui ont été étudiés. Premièrement, s'il y a un chargement non conforme qui arrive dans le lieu d'élimination, il peut y avoir un tri partiel qui se fait pour extraire les matières qui sont bannies dans le chargement. Encore faut-il qu'il y ait suffisamment de place dans le lieu d'élimination, dans ce cas-là, pour pouvoir faire ce tri partiel-là. Une autre option qui a été documentée, c'est que tout simplement le chargement est non admis, puis on lui demande d'aller se faire trier pour revenir en absence des matières qui sont bannies. Et puis, dernière option, c'est que le chargement non conforme va quand même avoir accès au lieu d'élimination, mais il va y avoir une surcharge dont le coût va être suffisamment dissuasif pour pas que ça soit une façon de court-circuiter les bannissements. Puis, la somme qui va être prélevée à ce moment-là pourrait être envoyée à l'État pour financer des différentes activités au programme en gestion des matières résiduelles. Donc, c'est essentiellement ce qui a été constaté au niveau des 7 expériences étrangères. Aussi, fait intéressant, c'est que les coûts pour les lieux d'élimination ont été peu ou pas présents, c'est-à-dire que la mise en place des bannissements n'ont pas amené des coûts supplémentaires de manière significative au lieu d'élimination. Et puis, au niveau des coûts d'admission, c'est la même chose. Et puis, cette information-là a été au niveau des 7 expériences étrangères, a été confirmé lors d'échanges par le consultant directement avec des exploitants de lieux d'élimination aussi. Donc, cette information-là n'a pas seulement été amenée par exemple, un représentant de l'État. Et puis, on remarque aussi dans les 7 expériences étrangères que au-delà du bannissement, il y a quand même certains niveaux de tolérance qui sont mis en place pour faciliter l'application des bannissements, puis aussi pour réduire les incidences de contamination, je dirais, marginale. Tu sais, par exemple, une caisse de clémentine en bois qui se retrouverait sur le dessus d'un chargement ne sera pas nécessairement jugée non conforme. Donc, il y a une certaine tolérance qui est appliquée dans les 7 expériences étrangères. Au niveau des mesures qui viennent soutenir les bannissements, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un bannissement en général ne vient jamais seul. Il est appuyé par un paquet d'autres programmes, d'autres mesures qui viennent le soutenir. Vous avez par exemple les redevances à l'élimination, il peut y avoir des moratoires sur les installations d'élimination, une obligation de tri à la source, des programmes de responsabilité élargie des producteurs, des programmes de gérance ou de la tarification incitative, par exemple du pay as you throw, c'est-à-dire qu'on charge aux générateurs directement pour le poids des matières qu'ils mettent au chemin dans ce cas-là. Donc, en général, les bannissements arrivent à un moment où il y a quand même plusieurs mesures en place qu'on atteint un certain niveau de performance. En Nouvelle-Écosse, c'est un petit peu l'inverse, c'est-à-dire que souvent le bannissement est mis en place pour amener de profonds changements en termes de gestion des matières qui sont bannies. Au niveau des résultats, maintenant, quels sont les résultats amenés par la mise en place des bannissements? Je vous ai mis à l'écran les impacts sur les quantités générées, récupérées et éliminées, de manière générale pour tout type de matières confondues, donc pas seulement pour les matières qui sont visées par les bannissements. Au niveau des quantités générées, à travers les années, pour les 7 États qui ont été étudiés, on voit que c'est variable. C'est-à-dire que souvent, les quantités de matières générées sont couplées au cycle économique puis à la consommation des ménages. Donc, sauf en Allemagne où ils ont réussi à découpler un peu le tout parce que la gestion des matières résiduelles est devenue une activité économique en elle-même et puis ils font beaucoup de pouces là-dessus, je vous dirais. Au niveau des quantités qui sont récupérées, on note de manière générale une augmentation de ces quantités récupérées-là. Au niveau des quantités qui sont éliminées, on note une diminution. Donc, c'est quand même intéressant de voir les résultats. Quelles sont les principales conséquences vécues, je vous dirais, un peu d'un point de vue négatif? Puis les 3 points que je vais vous présenter ne sont pas un peu des prétextes pour nous de dire on n'ira pas de l'avant. En fait, c'est plus pour nous informer de ce qui peut s'en venir,
pour qu'on ait des mesures qui vont s'attaquer à ces points-là. Premier point, je dirais dans la grande majorité des 7 expériences qui ont été étudiées, on a noté de manière plus ou moins importante de l'exportation des matières bannies pour fin d'élimination. À titre d'exemple, dans la région du Grand Vancouver, il y avait en 2011 25 000 tonnes qu'on évaluait qui étaient enfouies à l'extérieur du territoire du Grand Vancouver. Donc en 2011, en 2012, ça a doublé, on est passé à 50 000 tonnes, 2013, 70 000 tonnes. Donc on voit qu'il y a vraiment un court-circuitage qui s'est passé à ce niveau-là. Deuxième point, ça s'est passé beaucoup au Massachusetts, c'est que le bannissement du bois est venu concentrer davantage la présence de certaines matières, notamment le gypse. Donc si on a un gisement, on prélève davantage de bois, nécessairement ça vient concentrer en gypse, si on veut, le résidu de ce prélèvement-là. Et puis le gypse en conditions anaérobiques et puis en conditions d'humidité, donc une fois qu'il est enfoui, il va produire du H2S, du sulfure d'hydrogène, qui va causer notamment des nuisances étant donné les fortes odeurs d'œufs pourris qui vont s'en dégager. Même à certaines concentrations, ça pourrait être ultimement mortel, mais aussi ça peut contaminer le gaz, le biogaz qu'on voudrait ultimement mettre en valeur. Donc au Massachusetts, c'est un point tel que ça pourrait même mettre en péril le bannissement de l'élimination du bois là-bas. Donc nous, c'est une manière de nous dire il faut considérer les résidus de gypse dans notre stratégie de bannissement. Troisième point, c'est qu'on note de manière plus ou moins importante l'augmentation du nombre de dépôts sauvages, donc des endroits un peu dans la nature à gauche et à droite où certaines personnes vont aller disposer de leur matière bannie pour éviter d'avoir l'élimination, d'aller à l'élimination. Dernier élément, un peu, qu'est-ce qu'on peut retirer de tout ça? Quels sont un peu les grands éléments qui sont inspirants pour nous? Sans entrer dans le détail comment va être mis en œuvre les bannissements, ça vient quand même un peu teinter quelles sont nos orientations. J'en ai parlé tantôt, on a l'intention, puis c'est ce qu'on a constaté dans les 7 expériences étrangères, que tous les générateurs soient visés d'une manière ou d'une autre. Donc on vise vraiment à les responsabiliser, que ce soit, par exemple, les municipalités, on vient les responsabiliser au niveau de la planification régionale. Comme je disais tantôt, il y a dans les lignes directrices pour la planification régionale, la gestion des matières résiduelles, certains éléments qui doivent être pris en compte dans les PGMR qui sont présentement en révision. Donc, on vient intervenir de ce côté-là. On envisage de mettre en place des programmes de certification, par exemple, pour essayer d'amener un petit peu plus de fluidité dans le système, c'est-à-dire qu'en amont, travailler pour qu'il y ait des efforts qui nous permettent de détourner des matières de l'élimination déjà pour pas qu'on se retrouve avec les problèmes au lieu d'élimination, puis un paquet d'autres mesures qui sont envisagées au niveau de la responsabilisation des acteurs. Ce qui est inspirant un peu pour nous aussi, c'est que, bon, tout cadre réglementaire prévoit des pénalités, c'est la même chose dans les 7 États qui ont été étudiés, mais on note aussi beaucoup d'accompagnement puis des mesures d'information, sensibilisation et éducation. Puis au Québec, on envisage la même chose. D'ailleurs, il y a un comité déjà en place par catégorie de matière. Par exemple, il y a la table de concertation sur le recyclage de la matière organique qui est déjà en place pour la catégorie matière organique. Il y a le comité conjoint sur les matières recyclables de la collecte sélective qui aborde déjà le bannissement papier-carton. Puis le pendant aussi du 3e CDQ qui s'appelle le comité bois où on aborde, je dirais, principalement la dynamique du bannissement du bois à venir. Donc, on est actif déjà de ce côté-là. Période de grâce aussi, c'est quelque chose qui pourrait être envisagé, c'est-à-dire d'avoir une période à l'intérieur de laquelle on permet une certaine transition, donc un petit peu plus de souplesse au niveau de l'application des sanctions pénales et administratives. Donc, c'est quelque chose qu'on est en train de cogiter. Inspection exhaustive en fonction de la délinquance, je vous dirais que c'est déjà en place au Québec, c'est-à-dire que les directions régionales vont déjà inspecter les lieux d'élimination dans ce cas-là. Les plus délinquants sont souvent inspectés plus fréquemment, donc c'est quelque chose possiblement qui serait maintenu. Concentrer les efforts aux endroits où ça vaut, en guillemets, un peu plus la peine. Il peut y avoir des exemptions possibles au système de contrôle. Par exemple, je parlais tantôt de programme de certification.
il est envisageable au Québec d'avoir des certifications qui permettent d'arriver au lieu d'élimination puis d'avoir qu'il n'y ait pas d'inspection exhaustive, c'est qu'on puisse considérer que le travail était suffisamment bien fait en amont pour faire en sorte qu'en aval, c'est-à-dire au lieu d'élimination, on n'ait pas à faire l'inspection exhaustive. Donc, tout ça pour amener plus de fluidité dans le système. Et puis, plusieurs études préalablement conduites et mesures de suivi, donc d'avoir par exemple des comités de suivi suite à la mise en place des bannissements pour réagir aux besoins, d'avoir une espèce de processus de rétroaction qui nous permettrait de réajuster le tir aux besoins. Donc voilà un peu les grandes lignes de ce qui nous inspire des expériences étrangères. Donc, vous avez mes coordonnées à l'écran. Si vous avez des questions par rapport à la mise en œuvre des bannissements, vous pouvez me contacter. Il va me faire plaisir de vous répondre ou d'acheminer vos questions à la personne qui va être la plus apte à vous répondre. Donc, je vous remercie pour votre attention et bonne journée.